Enseignant d'éducation physique et sportive, bonjour. Avec vous, Mohamed Berhidi, prof d'EPS au lycée Cascade, direction Youssoufia Académie Marrakech Safi. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème qui me paraît très important. C'est celui du second arbitre en volleyball. J'ai opté pour ce choix tout simplement parce que le second arbitre n'apparaît pas sur le plan médiatique avec la même fréquence que celle du premier arbitre. Toujours les caméras, les flashs et l'attention du public est centrée sur le premier arbitre, sur ses gestes, ses prises de décision, alors qu'il y a une personne toujours en arrière-plan qui fait son travail avec rigueur et tant d'objectivité. C'est le second arbitre qu'on doit aujourd'hui le valoriser et le mettre en émergence. Aujourd'hui, on va parler de son emplacement, son autorité et ses responsabilités comme ils sont régis par le règlement officiel de la Fédération internationale du volleyball. On doit encore parler de ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. On va parler de ses déplacements, ses placements, ses prises de décision. On va parler en grosso modo de tout. Maintenant, nous allons nous pencher sur les tâches et les fonctions du second arbitre qui sont régies par la règle 24. Nous parlerons en premier lieu de son emplacement régi par la règle 24.1 qui stipule que le second arbitre doit remplir ses fonctions tout en étant hors terrain de jeu, à proximité du poteau situé à l'opposé du premier arbitre. Tout cela pour qu'il y ait une meilleure communication entre lui et le premier arbitre et qu'il y ait un champ visuel très large pour faciliter l'accomplissement de ses tâches. Et pour que les actions du match ne lui échappent pas, il doit gérer ses déplacements, que ce soit en avant, en arrière ou latéralement. Et maintenant, je vous laisse avec quelques images qui vont bien expliquer ce point, de point de vue déplacement, de point de vue placement, pour élargir le champ visuel et pour prendre des décisions correctes. Le second arbitre doit gérer ses déplacements en fonction de la proximité ou la non-proximité du ballon et du renvoi de la balle d'un camp vers un autre. Je vous laisse avec les deux photos pour en tirer les conclusions. Le second arbitre est considéré comme un assistant du premier arbitre. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, mais il a son propre champ de compétences. Il peut remplacer celui-ci dans des cas qu'on va énoncer par la suite. Le second arbitre peut aussi signaler les fautes hors de sa compétence, mais sans les siffler, ni d'insister auprès du premier arbitre parce que celui-ci, ses décisions sont souveraines. Le second arbitre contrôle le travail des marqueurs, il contrôle les membres de l'équipe sur le banc d'équipe et rapporte au premier arbitre tout comportement incorrect, il contrôle les joueurs dans l'aire d'échauffement, il contrôle le nombre de temps morts et des remplacements et informe le capitaine d'équipe et l'arbitre sur le deuxième temps mort et le cinquième et le sixième remplacement, et contrôle les membres de l'équipe dans les aires de pénalité et rapporte au premier arbitre tout comportement incorrect. Le second arbitre autorise les interruptions de jeu régulières, en contrôle la durée, repousse les demandes non fondées. En cas de blessure d'un joueur, le second arbitre autorise le remplacement exceptionnel, en accorde un temps de récupération de 3 minutes bien sûr. Parmi les autorités du second arbitre, la vérification de l'état du sol, principalement dans sa zone avant. Il vérifie aussi pendant la partie que les ballons remplissent toujours les conditions réglementaires. Est-ce qu'il y a un ballon avec moins de pression, un ballon déchiré, un ballon qui n'est pas conforme aux marques et aux couleurs des autres ballons? Parmi les responsabilités du second arbitre qui sont régies par la règle 24.3 et les règles qui en découlent, c'est qu'il assume la responsabilité de vérifier les positions effectives des joueurs sur terrain et les comparer avec les fiches de position. Et puisque le second arbitre a son propre champ de compétences, alors il décide, il siffle et signale. Il siffle la pénétration dans le terrain adverse et l'espace sous le filet. Il siffle les fautes de position de l'équipe en réception et non pas les fautes de l'équipe en attaque, parce que l'équipe en attaque est sous responsabilité
du premier arbitre en ce qui concerne les fautes de position. Le second arbitre siffle le contact fautif d'un joueur avec le filet prioritairement du côté du contre et avec l'antenne située de son côté du terrain. Il siffle encore le contre effectif effectué par un joueur de la ligne arrière ou une tentative de contre du libéro ou une frappe d'attaque fautive effectuée par un joueur arrière ou par le libéro lui-même. Le second arbitre peut encore siffler le contact du ballon avec un objet extérieur tel que le plafond, le poteau et l'antenne à proximité. Il peut aussi siffler le contact du ballon avec le sol lorsque le premier arbitre n'est pas en position de voir ce contact. Nous sommes arrivés à bout de la fin des responsabilités du second arbitre. Maintenant, nous allons parler des balles qui franchissent l'aire de jeu à l'extérieur du plan vertical entre les tiges, partiellement, complètement ou qu'elles touchent la tige. On va parler ensuite des ballons qui proviennent d'un service ou de la troisième touche de balle. Ces ballons sont sifflés bien sûr par le second arbitre. À la fin de la partie, l'arbitre vérifie et signe la feuille de pointage. Le second arbitre doit garder son enthousiasme à haut niveau. Il ne doit pas se sentir comme une tierce personne. Sa désignation par les fédérations à mener des rencontres est aussi importante que celle du premier arbitre. Très chers enseignants d'éducation physique et sportive, cette vidéo touche à sa fin. Je vous quitte maintenant avec l'espoir de vous retrouver avec un autre travail, si Dieu le veut.